Millionaire Library. Chapitre 1. Je l'ai vu la première fois dans une pièce où personne ne cherchait à briller. Un dîner discret. 4 personnes, une table simple. Et pourtant, à un moment précis, quelque chose s'est déplacé. Pas le sujet de la conversation, pas l'ambiance, l'axe. Comme si l'air avait choisi un centre. Et ce centre n'était pas celui qui parlait, c'était celui qui ne disait presque rien. Je me souviens de ses mains. Elle ne faisait rien de spécial. Juste, elle n'était jamais nerveuse. Son regard ne fuyait pas, ne fixait pas non plus. Il restait là, disponible, mais pas offert. Tout le monde, sans comprendre, s'est mis à parler en direction de cet homme, même lorsqu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de détail qui te hante après coup, parce que tu réalises qu'on peut gagner une pièce sans la prendre. Et depuis ce soir-là, une question ne m'a plus lâché. Je l'ai testé dans des bureaux, des négociations, des relations, des dîners, des couloirs d'hôtels, des aéroports. Toujours la même mécanique, toujours le même résultat. Il existe une forme d'influence qui ne passe pas par les mots. Elle passe par la structure que tu imposes à l'instant. Et cette structure est invisible tant que tu ne sais pas la regarder. Je vais ouvrir une boucle maintenant, parce qu'elle va changer ta manière de te tenir. L'influence silencieuse n'est pas un talent, c'est un réglage. Et le réglage a un prix. Tu le payes une fois, puis tu n'as plus à compenser toute ta vie. J'y reviendrai. Tu as été élevé dans un monde où l'influence ressemble à une performance. Parler plus fort, argumenter mieux, charmer, convaincre, se vendre. Et si tu es intelligent, tu as vite compris quelque chose. Plus tu parles, plus tu prends le risque de te réduire. Une phrase de trop, et tu perds de la valeur. Une justification de trop, et ton statut se baisse. Un rire de trop, et tu as l'air de demander. Ce n'est pas parce que les autres sont méchants, c'est parce que l'humain lit des signaux avant de lire des mots. L'humain scanne, posture, rythme, silence, distance, attention. Puis il décide, ensuite seulement il écoute. L'idée centrale de ce livre est simple à dire et difficile à accepter. Tu n'influences pas par ce que tu dis, tu influences par ce que tu tolères. Si tu tolères l'agitation, on t'agite. Si tu tolères le flou, on te floute. Si tu tolères l'irrespect, on te teste. Et tu peux avoir un discours parfait, ça ne compensera pas. Parce que l'influence silencieuse naît d'une chose que la plupart des gens ont perdue. La maîtrise du rythme. Dans une négociation, le riche n'est pas celui qui parle bien, c'est celui qui peut attendre. Dans une relation, le puissant n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qui ne se précipite pas pour être choisi. Dans un environnement professionnel, l'autorité ne vient pas des titres, elle vient de la capacité à rester stable quand tout le monde bouge. Je vais te raconter une scène sobre, sans héroïsme. Un jeune cadre, brillant, travaille dur. Il veut monter. Il arrive en réunion avec des idées. Il parle vite, il remplit les blancs. Il anticipe les objections. Il justifie chaque proposition. Et à la fin, il a l'impression d'avoir été utile. Mais en sortant, personne ne se rappelle ce qu'il a dit. Il se rappelle de son énergie, pressée, demandeuse. Un mois plus tard, un autre arrive. Il parle peu. Il pose une question, une seule. Puis il se tait. Et dans ce silence, les autres se corrigent eux-mêmes. Ils se rendent compte de leurs contradictions. Ils reviennent à l'essentiel. Et sans l'avoir fait, cet homme vient d'orienter la décision. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la structure. Celui qui contrôle le rythme contrôle l'espace mental. Et celui qui contrôle l'espace mental influence. Maintenant, la première prise de conscience secondaire. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir, c'est souvent son signal le plus pur. Les gens bavards cherchent à prouver qu'ils existent. Les gens influents n'ont pas ce besoin. Alors leur silence devient une présence. Pas froide, dense. Tu l'as déjà ressenti. Quand quelqu'un se tait sans gêne, tu te mets à parler différemment. Tu ajustes ton ton. Tu choisis mieux tes mots. Tu veux être à la hauteur. Pourquoi ? Parce que le silence stable impose une norme. Et la norme est une force invisible. Deuxième prise de conscience. Ton attention est une monnaie. Là où tu la donnes, tu donnes du statut. Si tu regardes quelqu'un trop souvent, tu lui dis qu'il te tient. Si tu réponds trop vite, tu lui dis qu'il t'appuie sur un bouton. Si tu te justifies, tu lui dis qu'il a un droit sur ton équilibre. Inversement, si tu distribues ton attention lentement, proprement, tu changes la hiérarchie sans prononcer un mot. Dans l'argent, c'est pareil. Les gens qui n'ont pas de capital dépensent tout de suite. Les gens qui en ont savent différer. L'influence silencieuse, c'est du capital social. Tu apprends à différer tes réactions. Et ce simple décalage change tout. Troisième prise de conscience. Les mots mentent souvent.
Le corps ment rarement. Tu peux dire « ça va ». Si ton regard fuit, tout le monde comprend autre chose. Tu peux dire « je suis sûr ». Si tes gestes sont rapides, personne ne te croit vraiment. Tu peux dire « je respecte ». Si tu grignotes l'espace de l'autre, tu communiques l'inverse. Tu veux influencer sans parler? Alors tu dois apprendre à parler avec des choses que les gens ne contestent pas. Le rythme, la posture, la distance, le regard, l'économie du mouvement. C'est pour ça que c'est si puissant. Parce que ce n'est pas un argument, c'est un signal. Et les signaux passent sous les défenses. Je reviens à cette boucle ouverte. L'influence silencieuse est un réglage. Mais ce réglage exige une renonciation. Tu dois renoncer à l'instantané. Renoncer à répondre tout de suite. Renoncer à combler le vide. Renoncer à être aimé sur le moment. Et c'est là que la plupart échouent. Ils veulent l'influence, mais ils veulent aussi le confort émotionnel. Ils veulent être respectés, mais ils veulent éviter l'attention. Ils veulent être écoutés, mais ils ne supportent pas d'attendre. L'influence silencieuse te demande de devenir quelqu'un qui peut rester dans l'inconfort sans se trahir. C'est rare, donc c'est cher. Donc ça marche. Je vais te donner une histoire plus personnelle. Quand j'étais plus jeune, je croyais que l'intelligence se prouvait en parlant. Je voulais montrer que je comprenais, que j'avais prévu, que j'étais utile. Et je perdais. Pas parce que mes idées étaient mauvaises, parce que je ferais trop. Je donnais mon énergie avant que le monde ne la mérite. Un jour, dans une négociation, j'ai fait un test. J'ai arrêté de répondre. Pas par jeu, par discipline. On m'a posé une question agressive. J'ai respiré. J'ai regardé. J'ai laissé 2 secondes. Le type a répété, un peu plus fort. J'ai laissé encore 1 seconde, et dans ce petit espace, j'ai vu quelque chose. Sa question n'était pas une question. C'était une tentative de prendre le rythme. J'ai répondu lentement. 1 phrase. Puis silence. Il a reculé. Ce n'était pas du théâtre, c'était mécanique. Ce jour-là, j'ai compris qu'influencer, souvent, c'est refuser de danser sur la musique des autres. Tu n'as pas besoin d'apprendre à parler. Tu as besoin d'apprendre à ne pas être déclenché. Il y a une question que je te pose maintenant, et je ne veux pas que tu répondes vite. Dans tes journées, qu'est-ce qui te fait réagir trop vite? Un message? Un regard? Une critique? Une demande? Une opportunité? Tu n'as pas besoin d'un nouveau vocabulaire. Tu as besoin d'un nouveau délai. La suite du livre va te montrer comment créer ce délai, comment l'utiliser et comment transformer ta présence en levier, pas en personnage. Pour l'instant, contente-toi d'observer. Pas les autres, toi. La façon dont tu remplis les blancs. La façon dont tu offres ton attention. La façon dont tu te presses. Si tu vois ça clairement, tu es déjà en train de changer. Et si tu veux continuer, écoute le prochain chapitre quand tu seras dans un endroit calme. Pas pour être inspiré, pour être précis. Chapitre 2. La plupart des gens pensent que l'influence silencieuse commence par le corps. C'est vrai, mais ce n'est pas le début. Le début, c'est l'endroit où ton corps reçoit ses ordres, ton attention. Parce que ton corps ne fait que révéler là où ton attention se perd. Si ton attention est fragmentée, ton geste sera instable. Si ton attention est tendue, ton regard sera pressé. Si ton attention est en manque, ton silence sera vide. Et un silence vide ne fait pas respecter, il fait douter. Je veux que tu comprennes une chose qui change beaucoup de situations sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. L'influence silencieuse est une économie. Une économie de mouvement, une économie de mots, une économie d'accès. Tout ce que tu dépenses en trop te rend moins rare, et ce qui est moins rare est moins influent. Ce chapitre te donne une pièce du système. La rareté n'est pas un concept marketing, c'est une perception instantanée, créée par ton comportement. On te respecte quand on sent que ton énergie ne se distribue pas au hasard, pas parce que tu fais semblant, parce que tu as réellement un centre. J'ai vu des gens riches, très riches, perdre une pièce en 30 secondes. Pas à cause d'un manque d'argent, à cause d'une fuite d'attention. Ils arrivent, ils veulent plaire, ils regardent trop, ils rient trop, ils s'expliquent trop. Et l'espace se referme sur eux. Personne ne leur en veut, simplement le groupe les classe. Inoffensif, disponible, négociable. L'influence, avant d'être un pouvoir, est une classification. Les gens te classent en permanence. Ils ne le disent pas, mais ils le font. Et la première chose qu'ils classent, c'est ton niveau de besoin. Est-ce que tu as besoin d'être accepté? Est-ce que tu as besoin de gagner? Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que tu as besoin de répondre? Plus ton besoin est visible, plus ton influence diminue.
Parce qu'un besoin visible est une poignée, et les humains, consciemment ou non, attrapent ce qui dépasse. Alors la règle ici est simple, et elle a un coût. Tu dois apprendre à cacher ton besoin, en le réduisant réellement, pas en jouant un rôle. C'est la nuance. On peut imiter le calme, mais on ne peut pas imiter longtemps l'absence de besoin. L'absence de besoin se construit. Elle vient d'une hygiène mentale. Elle vient d'une décision. Tu n'es pas en train de supplier la pièce de te donner un statut. Tu es en train d'apporter une structure à la pièce. Cette différence se sent immédiatement. Maintenant, je vais te donner un exemple très concret. Imagine une conversation à trois. Quelqu'un parle vite, raconte une histoire, cherche des réactions. Une autre personne acquiesce, sourit, relance, donne de l'énergie. Et toi, tu es là. Tu écoutes. Tu ne hoches pas la tête pour rassurer. Tu ne coupes pas pour montrer que tu sais. Tu regardes comme quelqu'un qui choisit, pas comme quelqu'un qui attend son tour. La plupart des gens n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils ont peur d'avoir l'air froid. C'est là que tu te trompes. Ce qui ressemble à de la froideur dans beaucoup de cas est en réalité de la stabilité. Et la stabilité attire plus que la chaleur nerveuse. L'attention stable est une forme de pouvoir silencieux. Elle dit « je suis ici, mais je ne suis pas aspiré. Je peux rester au bord sans tomber dedans. » Tu ne peux pas influencer une pièce si la pièce t'avale. Je vais te raconter une scène sobre. Dans un bureau, un manager reçoit 2 candidats pour un poste important. Premier candidat, bon CV, bon discours, bon sourire. Il parle un peu trop. Il répond avant la fin des questions. Il veut montrer qu'il est rapide. Deuxième candidat, même niveau, mais autre rythme. Il répond lentement. Pas parce qu'il pense lentement, parce qu'il ne gaspille pas. Il prend la question. Il la laisse descendre. Il répond comme s'il engageait sa parole. Le manager ne le sait pas, mais il ressent une chose. Celui-ci a moins besoin, et donc, il a plus de valeur perçue. Et cette perception décide souvent plus que les compétences. Ce n'est pas juste pour le travail, dans l'argent aussi. Un entrepreneur qui négocie avec une tension visible obtient de moins bons termes. Un investisseur qui cherche à convaincre perd du levier. Une personne qui veut absolument être choisie se fait tester. Tout revient à la même mécanique. Le besoin visible te rend prévisible, et la prévisibilité te rend facile à manipuler. Maintenant, je vais t'offrir une prise de conscience secondaire qui peut te gêner. Beaucoup de gens gentils ne sont pas gentils. Ils sont anxieux. Ils donnent trop parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils sourient trop parce qu'ils ont peur du silence. Ils s'excusent trop parce qu'ils ont peur de l'attention. Et ce comportement, même s'il est bien intentionné, les rend faibles socialement. Pas moralement, socialement. Parce que le groupe sent qu'il se plie et le groupe respecte ceux qui se tiennent. La gentillesse stable est respectée. La gentillesse anxieuse est utilisée. Si tu veux influencer sans parler, tu dois devenir gentil mais non pliable. Tu dois être ouvert mais non disponible. Ce n'est pas un jeu d'ego, c'est une question de survie mentale. Parce que la disponibilité permanente te vide, et un esprit vidé devient transparent. Il n'influence plus, il suit. Deuxième prise de conscience secondaire. Tu n'as pas besoin de plus de charisme. Tu as besoin de moins de mouvements inutiles. Le charisme est souvent une absence. Absence de micro-gestes nerveux, absence de regard qui saute, absence de besoin de remplir. Le charisme silencieux, c'est l'économie. Tu bouges moins, tu regardes mieux, tu parles plus tard, tu réponds après. Et ce « après » crée une gravité. Les gens ont l'impression que tu réfléchis même si tu sais déjà, et cette impression te donne du poids. Troisième prise de conscience secondaire. Le silence qui influence n'est pas un silence vide, c'est un silence qui contient une décision. Quand tu te tais sans décision, tu attends. Quand tu te tais avec décision, tu tiens. Et les autres le sentent. Maintenant, je ne vais pas te donner une liste de techniques, pas encore. Parce que si je te donne des techniques trop tôt, tu vas les utiliser comme des astuces. Et les astuces se voient, elles sentent la manipulation. Ce livre n'est pas là pour faire de toi quelqu'un de calculateur. Il est là pour rendre ta présence plus propre, moins dispersée, plus rare, et donc naturellement influente. Je vais t'offrir un petit exercice, discret si tu veux tester ton niveau réel. La prochaine fois qu'on te posera une question, n'y réponds pas immédiatement. Laisse une seconde pleine, pas une seconde gênée, une seconde tranquille. Puis réponds en une phrase, et arrête. Ne rajoute pas la deuxième phrase qui rassure. Observe ce qui se passe.
La plupart des gens vont combler le vide à ta place, et tu vas sentir, physiquement, que le rythme t'appartient. C'est une sensation étrange au début, parce que tu réalises que tu étais souvent en train de courir derrière les autres, même en parlant. Je m'arrête ici, pas parce que c'est terminé, parce que si tu appliques juste cette économie d'attention, tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas. Et quand tu les verras, le chapitre suivant deviendra évident. Chapitre 3. Le jour où j'ai compris que l'influence silencieuse n'est pas un pouvoir, mais une permission, j'étais dans un hall d'hôtel, tôt, avant que la ville se réveille. Les gens passaient vite, valises, café, appels. Et au milieu de ce flux, un homme avançait lentement. Rien d'ostentatoire, pas de tenue spéciale, pas de posture théâtrale. Mais il se passait quelque chose d'étrange. Les autres lui laissaient de l'espace, comme si son trajet était prioritaire, sans qu'il ait à le demander. Personne ne s'excusait, personne ne se justifiait. Il s'écartait, naturellement. Et je me suis dit que ce n'était pas de l'autorité, c'était une permission qu'il avait installée, sans un mot. La plupart des gens cherchent à influencer en prenant, prendre la parole, prendre l'attention, prendre l'accord. Ils forcent des micro-victoires, et ils ne comprennent pas pourquoi ça fatigue. L'influence silencieuse fonctionne à l'inverse. Tu ne prends pas. Tu fais en sorte que les autres te donnent. Pas par manipulation, par structure. L'idée centrale ici est simple. Tu influences sans parler quand tu deviens la référence implicite. La pièce s'ajuste à toi comme elle s'ajuste à une règle. Une règle ne crie pas, elle existe. Et parce qu'elle existe, tout le monde s'organise autour. Comment devient-on une référence implicite? Pas en étant dur, pas en étant froid, en étant cohérent. Cohérent dans les petits détails qui semblent insignifiants. Le rythme, on en a parlé. Maintenant, je veux t'amener ailleurs. La distance. Pas la distance physique uniquement, la distance intérieure. Beaucoup perdent leur influence parce qu'ils sont trop proches, trop disponibles. Chapitre 3. Le jour où j'ai compris que l'influence silencieuse n'est pas un pouvoir, mais une permission, j'étais dans un hall d'hôtel, tôt, avant que la ville se réveille. Les gens passaient vite, valises, café, appels. Et au milieu de ce flux, un homme avançait lentement. Rien d'ostentatoire, pas de tenue spéciale, pas de posture théâtrale. Mais il se passait quelque chose d'étrange. Les autres lui laissaient de l'espace, comme si son trajet était prioritaire, sans qu'il ait à le demander. Personne ne s'excusait, personne ne se justifiait. Il s'écartait, naturellement. Et je me suis dit que ce n'était pas de l'autorité, c'était une permission qu'il avait installée, sans un mot. La plupart des gens cherchent à influencer en prenant, prendre la parole, prendre l'attention, prendre l'accord. Ils forcent des micro-victoires, et ils ne comprennent pas pourquoi ça fatigue. L'influence silencieuse fonctionne à l'inverse. Tu ne prends pas. Tu fais en sorte que les autres te donnent. Pas par manipulation, par structure. L'idée centrale ici est simple. Tu influences sans parler quand tu deviens la référence implicite. La pièce s'ajuste à toi comme elle s'ajuste à une règle. Une règle ne crie pas, elle existe. Et parce qu'elle existe, tout le monde s'organise autour. Comment devient-on une référence implicite? Pas en étant dur, pas en étant froid, en étant cohérent. Cohérent dans les petits détails qui semblent insignifiants. Le rythme, on en a parlé. Maintenant, je veux t'amener ailleurs. La distance. Pas la distance physique uniquement, la distance intérieure. Beaucoup perdent leur influence parce qu'ils sont trop proches, trop disponibles, trop réactifs, trop dans le besoin d'être compris. C'est paradoxal, ils veulent être aimés, donc ils se rapprochent. Et en se rapprochant, ils se rendent communs. Or, le commun se respecte peu. Ce n'est pas méchant, c'est humain. Quand quelque chose est accessible sans effort, ton cerveau l'évalue comme moins précieux. Cette loi s'applique à l'argent, aux relations, au statut. Et elle s'applique à toi. La distance intérieure, c'est ta capacité à ne pas te laisser aspirer. On te provoque, tu ne bouges pas. On t'impressionne, tu ne te vends pas. On te teste, tu ne t'expliques pas. Tu laisses les choses se révéler. Et quand tu fais ça, tu offres un cadeau rare au monde moderne, de la stabilité. Et la stabilité est influente. Je vais te raconter une scène simple, presque banale. Un ami à moi, très compétent, a eu une opportunité professionnelle importante. Réunion avec des décideurs. Il avait préparé ses arguments, ses chiffres, ses preuves. Il est entré avec une énergie propre, mais légèrement pressé.
Un des décideurs, volontairement ou non, l'a interrompu plusieurs fois. Mon ami, poli, s'est adapté. Il a accéléré, il a raccourci, il a cherché à rentrer son message. Et à la fin, on l'a remercié, poliment, sans suite. Quelques semaines plus tard, un autre candidat a présenté une proposition similaire, moins bonne techniquement, mais son comportement était différent. À la première interruption, il s'est arrêté, il a regardé l'interrupteur, pas avec agressivité, avec calme. Puis il a repris, plus lentement, comme si l'interruption n'avait pas le pouvoir de changer son rythme. Et surtout, quand on l'a recoupé une deuxième fois, il n'a pas lutté. Il a simplement attendu que le silence revienne, puis il a posé une question courte, une question qui obligeait les décideurs à préciser leurs priorités. Résultat, la pièce s'est remise à le suivre. C'est là que tu comprends que l'influence silencieuse ne se gagne pas en parlant mieux, elle se gagne en refusant de jouer au ping-pong des réflexes. Beaucoup de gens, surtout les ambitieux, ont été conditionnés à montrer qu'ils méritent. Ils répondent vite, ils prouvent, ils s'ajustent, ils deviennent fluides, et ils appellent ça du professionnalisme. En réalité, ils donnent la permission aux autres de les rythmer. Or, celui qui te rythme te tient. Ce chapitre n'est pas là pour te rendre rigide, il est là pour te rendre non négociable sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton axe, ta manière d'entrer dans une interaction, ta manière d'y rester, ta manière d'en sortir. C'est là que la distance devient un levier. Il y a une prise de conscience secondaire qui change beaucoup de choses. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils ont peur que leur silence soit interprété comme un vide. Mais un silence peut être plein, plein de décisions, plein de présence, plein de refus. Quand tu comprends ça, tu n'utilises plus le silence comme une absence, tu l'utilises comme un cadre. Par exemple, dans une négociation d'argent. On te propose un prix bas. La plupart des gens répondent par des mots. Ils argumentent, ils justifient, ils expliquent leur valeur. C'est une erreur fréquente, parce que plus tu expliques, plus tu rentres dans la logique de l'autre. Et plus tu rentres dans la logique de l'autre, plus tu lui donnes la main. L'influence silencieuse ici consiste à ne pas remplir. Tu entends l'offre, tu la laisses tomber dans l'air. Tu regardes. Tu ne te précipites pas pour sauver l'ambiance. Et souvent, c'est l'autre qui corrige, parce qu'il sent qu'il vient de tenter quelque chose et que ça n'a pas bougé. Il sent une résistance calme. Et face à une résistance calme, beaucoup d'humains ajustent leur propre comportement pour retrouver un équilibre. C'est une loi à sous-estimer. Les gens n'aiment pas les déséquilibres sociaux. Ils essaient de les résoudre. Si tu restes stable, c'est souvent l'autre qui bouge. Deuxième prise de conscience secondaire. L'influence silencieuse ne consiste pas à contrôler les gens. Elle consiste à contrôler ton niveau d'accord. Les micro-accords invisibles. Ceux que tu donnes sans t'en rendre compte. Rire pour rassurer, hocher la tête pour éviter une tension, répondre tout de suite pour montrer que tu es facile. Ces micro-accords créent une image de toi, et cette image ensuite te précède. Dans la carrière, ça crée le profil de la personne pratique qu'on surcharge. Dans les relations, ça crée le profil de la personne compréhensive qu'on teste. Dans l'argent, ça crée le profil de la personne flexible qu'on négocie à la baisse. Rien de dramatique, juste des petites permissions. Et un jour, tu te demandes pourquoi tu n'es pas respecté. Tu n'as pas besoin de changer de personnalité, tu n'as besoin de reprendre tes micro-accords. Je vais te donner une histoire plus intime. Une relation, un couple. L'influence silencieuse ici consiste à ne pas remplir. Tu entends l'offre, tu la laisses tomber dans l'air. Tu regardes. Tu ne te précipites pas pour sauver l'ambiance. Et souvent, c'est l'autre qui corrige, parce qu'il sent qu'il vient de tenter quelque chose et que ça n'a pas bougé. Il sent une résistance calme. Et face à une résistance calme, beaucoup d'humains ajustent leur propre comportement pour retrouver un équilibre. C'est une loi à sous-estimer. Les gens n'aiment pas les déséquilibres sociaux. Ils essaient de les résoudre. Si tu restes stable, c'est souvent l'autre qui bouge. Deuxième prise de conscience secondaire. L'influence silencieuse ne consiste pas à contrôler les gens. Elle consiste à contrôler ton niveau d'accord. Les micro-accords invisibles. Ceux que tu donnes sans t'en rendre compte. Rire pour rassurer, hocher la tête pour éviter une tension, répondre tout de suite pour montrer que tu es facile. Ces micro-accords créent une image de toi, et cette image ensuite te précède.
Dans la carrière, ça crée le profil de la personne pratique qu'on s'y recharge. Dans les relations, ça crée le profil de la personne compréhensive qu'on teste. Dans l'argent, ça crée le profil de la personne flexible qu'on négocie à la baisse. Rien de dramatique, juste des petites permissions. Et un jour, tu te demandes pourquoi tu n'es pas respecté. Tu n'as pas besoin de changer de personnalité, tu n'as besoin de reprendre tes micro-accords. Je vais te donner une histoire plus intime, une relation, un couple que je connaissais. Pas toxique, juste déséquilibré. Elle parlait beaucoup, exprimait ses émotions, ses besoins, ses peurs. Lui écoutait. Et pour maintenir la paix, il répondait vite, il calmait, il expliquait, il se justifiait, il voulait que tout se passe bien. Sur le moment, ça marchait. Mais à force, quelque chose s'est installé. Elle s'est mise à parler plus fort, à demander plus, à tester plus. Lui s'est senti invisible, puis irrité, puis passif. Un jour, il a fait une chose simple. Il a arrêté de répondre immédiatement. Pas pour punition, par présence. Il a laissé 2 secondes. Puis il a dit une phrase courte, sans se défendre. Ensuite, il s'est tu. Et ce silence, pour la première fois, n'était pas une fuite, c'était une frontière. Et la frontière a changé la dynamique. Elle a arrêté de se déverser, elle a commencé à choisir ses mots. Pas parce qu'elle avait peur, parce qu'elle a senti, inconsciemment, qu'elle était face à quelqu'un de solide. L'influence silencieuse dans une relation, ce n'est pas dominer, c'est devenir un endroit stable. Et les humains, même ceux qui parlent fort, se calment devant un endroit stable. Troisième prise de conscience secondaire, plus délicate. Beaucoup pensent que l'influence silencieuse est une technique sociale. Non, c'est une hygiène de l'ego. Si ton ego veut gagner la scène, ton silence sera calculé. Et le calcul se sent. Si ton ego veut être apprécié, ton silence sera fragile, et la fragilité se sent. Tu ne peux influencer sans parler que lorsque tu n'as pas besoin de l'effet immédiat. Tu laisses l'effet se produire ou non. Cette indifférence douce est rare, c'est pour ça qu'elle est puissante. Je te laisse une expérience si tu veux te mesurer sans te mentir. La prochaine fois que quelqu'un te coupe, ne te bats pas. Ne souris pas non plus pour faire passer. Arrête-toi. Laisse 1 seconde, puis continue exactement au même rythme comme si tu étais sur un rail. Observe ce qui se passe dans le visage de l'autre. Tu verras souvent un micro-ajustement, une gêne légère, un recul. Ce n'est pas une victoire, c'est une information. Elle te dit que tu viens de reprendre une permission. Je pourrais continuer longtemps, mais ce serait te donner trop d'avance sans que tu aies le corps qui suit. Ce chapitre doit te laisser avec une tension utile. Tu commences à comprendre que l'influence silencieuse n'est pas un art de paraître, c'est un art de tenir. Et tenir, ça se paye. Par la patience, par la capacité à ne pas combler, par l'acceptation de quelques secondes d'inconfort. Dans le prochain chapitre, je te montrerai comment ces secondes deviennent un outil précis, presque chirurgical dans les décisions et les échanges. Pour l'instant, garde cette idée près de toi. Si tu veux influencer sans parler, tu n'as pas besoin d'ajouter, tu as besoin de retirer. J'ai longtemps cru que le respect se gagnait dans la discussion. Puis j'ai compris qu'il se décide avant le premier mot, avant même que l'autre sache ce qu'il pense de toi. Ça se joue dans un contrat silencieux que personne ne signe mais que tout le monde applique. On entre dans une interaction comme on entre dans un territoire. Certains arrivent comme des invités, d'autres arrivent comme des propriétaires. Ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas de façon caricaturale. Ils le font sentir, et ce sentiment guide ensuite tout le reste. Si tu veux influencer sans parler, tu dois comprendre cette mécanique simple. L'esprit humain cherche un cadre. Quand il ne le trouve pas, il se met à flotter. Quand il flotte, il devient nerveux, bavard, impulsif. Quand il le trouve, il se détend. Il écoute. Il suit. La plupart des gens pensent que le cadre vient du statut. C'est faux. Le cadre vient de la manière dont tu gères 3 choses invisibles. Ton entrée, ton placement, ta sortie. L'entrée d'abord. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes franchissent une porte. J'ai longtemps cru que le respect se gagnait dans la discussion. Puis j'ai compris qu'il se décide avant le premier mot, avant même que l'autre sache ce qu'il pense de toi. Ça se joue dans un contrat silencieux que personne ne signe mais que tout le monde applique.
On entre dans une interaction comme on entre dans un territoire. Certains arrivent comme des invités, d'autres arrivent comme des propriétaires. Ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas de façon caricaturale. Ils le font sentir, et ce sentiment guide ensuite tout le reste. Si tu veux influencier sans parler, tu dois comprendre cette mécanique simple. L'esprit humain cherche un cadre. Quand il ne le trouve pas, il se met à flotter. Quand il flotte, il devient nerveux, bavard, impulsif. Quand il le trouve, il se détend. Il écoute. Il suit. La plupart des gens pensent que le cadre vient du statut. C'est faux. Le cadre vient de la manière dont tu gères 3 choses invisibles. Ton entrée, ton placement, ta sortie. L'entrée d'abord. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes franchissent une porte sans que l'air change et d'autres font baisser le bruit sans rien demander. Ce n'est pas mystique, c'est technique. Les gens entrent en demandant. Ils demandent avec leurs yeux, avec leurs épaules, avec leur vitesse. Ils cherchent une place, une permission, une réaction. Et l'autre, inconsciemment, répond en les classant. Pas méchamment, automatiquement. Entrer en influence silencieuse, c'est entrer sans demander. Ça ne veut pas dire ignorer, ça veut dire ne pas chercher à être validé dans la seconde. Ton regard ne doit pas courir pour vérifier si tu es accepté. Ton visage ne doit pas s'excuser d'exister. Ton corps ne doit pas s'empresser de prouver qu'il est cool. Tu arrives, tu prends la formation, tu laisses l'information venir à toi. Je sais que ça paraît subtil, c'est justement pour ça que ça marche. L'influence ne s'installe jamais dans le spectaculaire, elle s'installe dans ce qui ne se discute pas. Le placement ensuite. Là, beaucoup se trahissent. Ils s'installent comme s'ils ne méritaient pas l'espace. Ils posent leur corps en bordure, leur sac en travers, leurs mains occupées, leur posture contractée. Ils parlent déjà sans parler. Ils disent « je suis de passage »,« je ne tiens pas, je peux être déplacé ». Et le monde répond « très bien, on te déplacera ». À l'inverse, quelqu'un qui influence sans parler s'installe comme s'il avait du temps. Le temps est une menace douce. Le temps dit « je ne suis pas pressé de te convaincre, je suis pressé de rester juste ». Je vais te raconter une scène sans glamour. Une réunion de travail. Une table, 2 personnes qui se connaissent bien, un troisième qui arrive, plus jeune, brillant, mais toujours sur le fil. Il s'assoit vite, pose ses affaires dans un désordre léger, sort son ordinateur comme un bouclier, regarde ses notes comme s'il devait se sauver. Il parle bien pourtant, très bien, mais il est déjà classé. Puis un autre arrive. Il ne fait rien de spécial. Il pose ses affaires lentement, pas lentement pour être théâtral, lentement parce qu'il n'est pas sous pression. Il choisit sa place sans hésiter. Pas au centre comme un conquérant, pas au bord comme un fuyant. Une place simple, stable. Puis il ne fait rien. Il attend que la réunion commence, sans remplir. Et ce simple placement crée une autorité silencieuse. Pas parce qu'il est timide, parce qu'il est cohérent. Il a l'air d'un homme qui ne se bat pas contre la seconde. Et ça, c'est rare. Troisième élément, la sortie. Tu ne vois pas ça au début, mais c'est une des clés. Beaucoup perdent leur influence au moment de partir. Ils partent en cherchant à laisser une bonne impression, en rajoutant une phrase inutile, en s'excusant de s'en aller, en promettant trop. Ils fuient l'attention de la fin, ils ferment mal. Or, celui qui influence ferme proprement. Il sait quand c'est terminé. Il ne s'étire pas. Il ne m'en dit pas une dernière validation. Il laisse une trace simple, une décision, une direction, parfois un silence. Et il sort comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être oublié. Cette manière de sortir fait quelque chose de puissant. Elle laisse une question dans la tête des autres. Pas une question artificielle, une question naturelle. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il n'a pas eu besoin de plus? Cette question travaille pour toi sans que tu parles. Maintenant, il y a une prise de conscience secondaire qui va te remettre face à toi-même. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent d'influence parce qu'ils manquent de charisme. Souvent, ils manquent de permission intérieure. Ils ne se donnent pas le droit d'être un point fixe. Ils se sentent obligés d'être faciles, fluides, agréables. Ils ont appris que la réussite sociale consiste à être adaptable. Mais l'adaptabilité sans colonne vertébrale devient de la soumission. Et la soumission, même déguisée, se sent. Tu peux être flexible et solide. Tu peux t'adapter sans te courber. La différence est dans une chose. Est-ce que tu changes ton rythme pour l'autre ou est-ce que tu gardes ton rythme et tu ajustes seulement la forme? Le fond, lui, doit rester stable. Deuxième prise de conscience secondaire. Les gens qui parlent le plus ne contrôlent souvent rien. Ils compensent une absence de cadre par du bruit. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Ils remplissent parce qu'ils ne savent pas tenir un vide. Et l'influence silencieuse commence là, la capacité à tenir un vide sans l'utiliser comme une arme.
Tenir un vide, c'est offrir un espace où l'autre se révèle. Dans l'argent, c'est décisif. Un vendeur parle trop et l'acheteur prend le pouvoir. Un investisseur attend et l'autre se met à justifier. Dans une relation, c'est pareil. Celui qui remplit tout le temps empêche l'autre de se dévoiler. Il croit rassuré, il contrôle. Et ce contrôle finit par étouffer. L'influence silencieuse est plus élégante. Elle laisse l'autre parler jusqu'au bout. Elle ne coupe pas, elle ne sauve pas, elle laisse. Et dans ce « laisser », l'autre comprend quelque chose sans le formuler. Ici, je ne peux pas manipuler par le chaos. Troisième prise de conscience secondaire, plus fine. Il y a une différence entre être calme et être présent. Beaucoup confondent. Être calme peut être une fuite. Tu te tais, mais tu n'es pas là. Tu sembles stable, mais tu es absent. Ça ne produit pas de respect, ça produit du flou. La présence, elle, est active, elle est dense. Elle regarde sans chercher, elle écoute sans se perdre. Elle garde une petite distance intérieure. Cette présence se manifeste dans des détails ridicules, et pourtant tout le monde les capte. Tes mains ne cherchent pas une occupation, tes yeux ne sautent pas pour vérifier, tes épaules ne se crispent pas pour mériter. Tu es là comme quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner l'instant pour construire la suite. Je reviens à la notion de contrat silencieux. Ce contrat se signe souvent sur un point précis, la première fois qu'on te teste. Parce qu'il y aura toujours un test, un micro-test, une interruption, une plaisanterie déplacée, une demande floue, un « tu peux juste déguiser ». Et c'est là que ton entrée, ton placement, ta sortie deviennent utiles. Si tu as déjà installé un cadre, le test est petit. Tu le neutralises sans parler beaucoup. Si tu n'as pas installé de cadre, le test devient une porte ouverte. Et une porte ouverte attire. Je vais te donner un exemple simple, presque quotidien. Quelqu'un te demande quelque chose sur un ton qui suppose que tu vas accepter. Si tu réponds vite, tu signes. Si tu souris pour éviter la tension, tu signes. Si tu expliques longuement pourquoi tu ne peux pas, tu signes quand même, parce que tu reconnais le droit de l'autre à te juger. L'influence silencieuse ici est presque invisible. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu prends une seconde. Pas pour réfléchir à une excuse, pour vérifier ton accord. Puis, tu réponds court et tu t'arrêtes. Tu n'ajoutes pas la phrase qui caresse. Tu ne lances pas un débat. Tu gardes ton axe. Ce n'est pas être dur, c'est ne pas être disponible à la pression. Et la pression, dans le monde moderne, est la monnaie la plus utilisée. Si tu cèdes à la pression, on te paiera en pression. Si tu tiens, on te paiera en respect. Est-ce que tu vois la logique ? Je ne te demande pas de devenir distant ni froid. Je te demande de devenir clair, sans bruit. Et ça commence toujours par l'espace. L'espace que tu prends en entrant. L'espace que tu tiens en restant. L'espace que tu laisses en sortant. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment cet espace se fabrique en quelques secondes, même dans des situations rapides, même quand on te surprend, même quand tu n'es pas préparé. Parce que c'est là que la plupart retombent dans leurs réflexes. Ils se font voler le rythme, puis ils essaient de le racheter avec des mots. Et ça ne marche jamais longtemps. Chapitre 5. Il y a un moment dans certaines conversations où tu sens que tout peut basculer. Pas dans ce qui est dit, dans ce qui est accepté. Une microseconde où l'autre cherche à voir si tu vas te plier, si tu vas t'expliquer, si tu vas te vendre. Ce moment-là ne ressemble pas à un duel, il ressemble à un détail. Un regard un peu trop long, une blague qui mord, une demande formulée comme une évidence, une interruption, un silence posé comme une provocation. La plupart des gens ne le voient pas. Ils réagissent, et dès qu'ils réagissent, ils donnent le volant. L'influence silencieuse ici ne consiste pas à gagner la scène, elle consiste à gagner ce moment. Et gagner ce moment, c'est savoir faire une chose que presque personne ne maîtrise. Ralentir, s'enfuir. Il y a une idée centrale dans ce chapitre. Ton pouvoir social vient de ta capacité à créer un délai. Un délai entre le stimulus et ta réponse. Un délai si court qu'il paraît naturel, mais assez réel pour changer la dynamique. Ce délai est une arme, mais il ne doit pas être utilisé comme une arme. Il doit être utilisé comme une hygiène. Parce que le vrai danger, ce n'est pas l'autre, c'est toi quand tu es déclenché. Quand tu es déclenché, tu parles trop, tu souris trop, tu expliques, tu te justifies, tu donnes, et tu confonds ça avec de l'intelligence.
En réalité, tu es juste en train de gérer ton inconfort. Et gérer ton inconfort en public est une manière très efficace de perdre du statut. On ne le dit jamais comme ça, mais tout le monde le sent. Le délai est ce qui te rend imprévisible, et l'imprévisibilité calme est influente. Une personne influente n'est pas celle qui surprend, c'est celle qu'on ne peut pas déclencher à la demande. J'ai appris ça sur un terrain froid, l'argent. Je ne parle pas de devenir riche, je parle de négociation réelle. Un rendez-vous, une offre, des conditions. Une phrase mal gérée et tu perds des milliers. Une émotion mal contenue et tu signes un mauvais deal. Je me souviens d'un échange avec quelqu'un qui voulait me pousser. Il a posé une condition injuste, puis il a souri, comme si c'était un petit jeu. Mon ancien moi aurait argumenté, il aurait essayé d'être raisonnable, il aurait fait des phrases. Ce jour-là, j'ai fait autre chose. J'ai laissé le silence s'installer juste assez pour que son sourire commence à avoir l'air déplacé. Puis j'ai dit une phrase très simple, pas un discours, une phrase. Et j'ai arrêté. Il a comblé, il a corrigé, il a proposé mieux. Ce n'était pas magique, c'était mécanique. Le délai a déplacé le centre, parce qu'il a montré que je n'étais pas pressé d'accepter son cadre. Et celui qui n'accepte pas ton cadre t'oblige à le renforcer. Voilà la loi. Un délai bien placé force l'autre à se révéler. Soit il a une intention propre et il devient plus clair, soit il a une intention de pression et il s'agite. Dans les deux cas, tu gagnes une information sans parler davantage. Maintenant, prise de conscience secondaire. Le délai n'est pas seulement un silence, c'est une respiration. Une respiration qui dit « je suis en contrôle de mon système nerveux ». Et cette maîtrise s'entend même si tu ne dis rien. Beaucoup de gens respirent comme ils vivent, vite, haut, sans profondeur. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur présence manque de poids. Le poids vient du bas, pas des mots, du bas du corps, du diaphragme, de la lenteur. La lenteur n'est pas une pause, c'est un signal qui dit « je ne suis pas pressé, donc je ne suis pas en position faible ». Dans une interaction, la personne pressée est souvent celle qui perd. Pas toujours, mais souvent, parce que la pression rend lisible, et quand tu es lisible, tu es manipulable. Deuxième prise de conscience secondaire. Les gens confondent répondre et réagir. Répondre implique un choix, réagir implique un réflexe. Tu peux passer ta vie à réagir tout en pensant que tu réponds. C'est subtil. Un message arrive, tu réponds immédiatement. Tu crois être efficace. Souvent, tu es juste conditionné. Une critique tombe, tu justifies. Tu crois être mature. Souvent, tu es juste déclenché. Une opportunité apparaît, tu acceptes. Tu crois être ambitieux. Souvent, tu es juste en manque. L'influence silencieuse commence quand tu fais une chose simple. Tu reprends la propriété de ton rythme interne. Et ce rythme, tu l'utilises comme un cadre que les autres sentent. Troisième prise de conscience secondaire. Le délai n'est pas seulement un outil social. C'est un outil de décision. Et tes décisions sont ton destin. Un ambitieux qui ne maîtrise pas le délai prend des décisions de pauvre, même avec un bon salaire. Il achète pour calmer. Il accepte pour éviter un rejet. Il se disperse pour éviter la peur de choisir. La maîtrise du délai te protège de toi-même. Et quand tu es protégé de toi-même, tu deviens dangereux dans le bon sens. Tu deviens stable. On commence à te respecter, sans comprendre pourquoi. Maintenant, je vais te donner 2 histoires sobres pour que tu vois la nuance entre le délai vide et le délai plein. Histoire 1. Un homme se tait parce qu'il ne sait pas quoi dire. Son silence est flou. Il fuit le regard. Il attend que l'autre lui donne une sortie. Ce silence n'influence pas. Il affaiblit. Histoire 2. Un homme se tait parce qu'il choisit. Son regard reste stable. Son corps ne cherche pas une excuse. Son silence contient une décision. Même si la décision est simplement « je prends une seconde ». Ce silence influence, parce qu'il ne demande rien, il tient. La différence, tu la sens. Les autres la sentent. Tout le monde la sent. C'est là que tu comprends pourquoi les techniques d'influence sans parler échouent souvent. Les gens copient le silence, mais ils ne copient pas la décision. Ils copient la posture, mais pas la présence. Ils copient la lenteur, mais pas la stabilité. Et donc, ça sonne faux. L'influence silencieuse ne tolère pas le faux. Elle ne se vend pas. Elle se construit. Maintenant, un exercice simple si tu veux tester cette pièce du système dans ta vie réelle.
La prochaine fois qu'on te fait une demande, surtout une petite demande, fais une pause d'1 seconde avant de répondre. 1 seconde pleine, pas une seconde gênée. Et dans cette seconde, pose-toi une question interne. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que je me sens obligé? Ne réponds pas encore. Observe la différence, puis réponds. Parfois, tu diras oui, mais ton oui sera propre. Parfois, tu diras non, et ton non sera calme. Dans les deux cas, ton influence augmente. Parce que tu n'as pas été pressé, tu as choisi. Et une personne qui choisit impose un cadre. Maintenant, voici un point délicat. Certaines personnes, quand tu commences à créer ce délai, vont se sentir menacées. Pas parce que tu deviens agressif, parce que tu deviens moins contrôlable. Elles vont tester plus, elles vont accélérer, elles vont mettre de la pression. C'est normal, c'est un réflexe. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils reviennent à leur ancien rythme pour rétablir la paix. Mais ce qu'ils appellent paix est souvent juste une soumission confortable. Si tu tiens le délai, la plupart s'ajustent. Pas tous, mais assez pour que ta vie change. Je te l'avais dit au début, l'influence silencieuse est un réglage. Le réglage a un prix. Le prix, c'est d'accepter quelques secondes de tension au lieu d'une vie entière à compenser. C'est ça, le trade. Et il est rarement compris parce qu'il est trop discret. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment ce délai devient une forme d'autorité instantanée, même sans statut, même quand tu es le plus jeune dans une pièce. Non pas en jouant un rôle, en utilisant une mécanique humaine que tout le monde subit, mais que peu savent manier. Chapitre 6. Tu peux être le plus jeune dans une pièce et pourtant devenir le point autour duquel elle s'organise. Pas parce que tu imposes, parce que tu stabilises. C'est là que l'influence silencieuse prend une forme qui surprend les gens. Ils s'attendent à être dominés, ils se retrouvent cadrés. Et un cadre, même discret, soulage. La plupart des groupes sont nerveux. Ils ne le montrent pas toujours, mais ils le sont. Peur de perdre du temps, peur de mal paraître, peur de choisir la mauvaise option, peur de se contredire. Quand personne ne tient, le groupe s'agite. Il parle, il digresse, il se justifie, il produit du bruit. Et dans ce bruit, les décisions deviennent médiocres. Celui qui influence sans parler n'arrive pas avec des idées. Il arrive avec une stabilité qui réduit le bruit. L'idée centrale ici est simple. L'autorité silencieuse n'est pas une posture, c'est une fonction. La fonction de réduire l'entropie. Moins de confusion, moins de dispersion, plus de netteté. Les humains respectent naturellement ce qui rend leur environnement plus clair, même s'ils n'aiment pas la personne, même s'ils ne sont pas d'accord, parce que la clarté est un besoin biologique. C'est pour ça qu'un leader peut être calme, parce que son rôle réel n'est pas de parler plus, c'est de rendre les choses plus simples. Je vais te raconter une scène courte, une équipe, un projet en retard, tout le monde parle, on s'accuse à moitié, on explique, on récapitule, on cherche une excuse propre. Et puis une personne, celle qu'on attendait le moins, ne dit rien. Elle écoute, elle laisse le chaos se déplier, puis elle pose un objet simple sur la table. Pas un objet physique forcément, parfois c'est une phrase courte, parfois c'est un geste, parfois c'est juste un regard qui demande « quel est le point ?» Dans cette scène, l'influence silencieuse vient d'une compétence rare, ne pas être aspiré par le drame. Les gens confondent souvent empathie et participation. Ils croient qu'être humain, c'est se laisser embarquer. Non, être utile, c'est rester stable, et la stabilité donne de l'autorité. Voilà ce que tu dois comprendre si tu veux influencer sans parler. L'autorité silencieuse est la capacité à être un point fixe dans un système mouvant. Ce point fixe n'est pas rigide, il est cohérent. Maintenant, une prise de conscience secondaire. Beaucoup de gens pensent que l'autorité vient du volume, du ton, de la présence physique, mais souvent, elle vient de la capacité à ne pas avoir besoin d'être validé. Tu l'as déjà vu. Un chef qui parle fort n'est pas forcément respecté. Il est souvent craint. Et la peur ne produit pas une influence durable, elle produit de la stratégie cachée. Les gens font semblant, puis ils contournent. L'autorité silencieuse, elle, produit un respect plus propre, parce qu'elle n'écrase pas, elle organise. On peut respirer autour de quelqu'un qui organise, et la respiration est une preuve de sécurité. Or, les humains suivent ce qui leur donne un peu de sécurité, même dans un bureau, même dans une famille, même dans une relation. Deuxième prise de conscience secondaire. L'autorité silencieuse s'appuie sur une chose que personne n'apprend, le cadrage sans discours. Cadrer, c'est décider ce qui compte maintenant, et ça peut se faire sans parler beaucoup.
Par exemple, dans une conversation qui part dans tous les sens, tu peux juste ralentir ton regard, écouter, puis choisir une réponse qui ne suit pas la digression. Tu réponds à l'essentiel, pas au bruit. Et ce choix répété fait comprendre à l'autre que tu n'es pas disponible aux distractions. Tu ne combats pas la distraction, tu ne la nourris pas, tu la laisses mourir. Et ce simple fait te donne un statut. Parce que les autres, eux, sont souvent prisonniers du bruit. Ils sont heureux de voir quelqu'un qui en sort. Troisième prise de conscience secondaire, plus intime. Beaucoup de gens perdent leur autorité parce qu'ils veulent être compris immédiatement. Ils expliquent trop, ils défendent trop, ils veulent que l'autre valide leur intention. Mais l'autorité silencieuse n'est pas une lutte pour être compris. C'est une capacité à être clair, même si on te comprend mal pendant un moment. C'est inconfortable. Et pourtant, c'est là que le respect se fabrique. Parce que le respect est rarement donné à quelqu'un qui demande. Il est donné à quelqu'un qui tient. Tu veux influencer sans parler, alors tu dois accepter de ne pas être aimable en permanence. Pas hostile, juste non aligné sur le besoin d'être validé. Maintenant, je vais te donner une mécanique précise sans la transformer en recette. Elle repose sur 3 éléments. L'axe, le seuil, la sortie. L'axe, c'est ce que tu ne bouges pas. Ton rythme, ta manière de répondre, ton calme. Tu peux t'adapter, mais ton axe reste. Le seuil, c'est la limite invisible que tu poses. Ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Pas en disant « je n'accepte pas », en ne donnant pas d'énergie à ce qui est hors cadre. Le groupe sent très vite où est ton seuil, et s'il est clair, il s'ajuste. La sortie, c'est ce que tu laisses comme trace. Une décision, une direction, un silence. Quelque chose qui ferme sans bavardage. Ces 3 choses créent une autorité sans discours. Je vais te raconter une histoire réaliste, très simple, parce que c'est dans le simple que tu vas reconnaître ta vie. Un jeune entrepreneur négocie avec un prestataire. Le prestataire parle beaucoup, ajoute des petits frais, élargit le scope. L'entrepreneur écoute. Il ne réagit pas. Il laisse la liste s'étaler. Puis il dit une phrase courte, pas agressive, une phrase qui ramène à l'axe, et après cette phrase, il se tait. Le prestataire, face au silence, commence à justifier. Puis il retire 2 éléments. Puis il propose une version plus propre. Ce qui vient de se passer n'est pas une victoire de rhétorique, c'est une victoire de cadre. Le jeune entrepreneur n'a pas besoin de convaincre, il n'a pas besoin de se défendre, il a juste refusé d'être entraîné. C'est ça, l'autorité silencieuse. Elle ne gagne pas par force, elle gagne par gravité. Elle attire le réel. Et le réel, souvent, corrige le bluff. Maintenant, je veux te donner une observation que tu vas sentir dans ton corps si tu es honnête. Quand tu es en autorité silencieuse, tu n'es pas en tension, tu es en expansion. Ton regard est plus large, ta respiration est plus basse, tes gestes sont plus lents. Tu n'es pas en train de te protéger, tu es en train de tenir un espace. Et cet espace est contagieux. Les autres ralentissent, ils choisissent mieux, ils parlent moins, ils se révèlent davantage. C'est là que tu influences sans parler. Tu changes la physiologie du groupe, pas avec un discours, avec ta régulation. Voilà pourquoi c'est si puissant. Et voilà pourquoi c'est si rare, parce que la plupart des gens ne savent pas se réguler. Ils savent performer, ils savent réagir, ils savent justifier. Mais ils ne savent pas tenir. Maintenant, une question rare, et je vais la laisser ouverte. Dans ta vie, dans quelle situation tu sens que tu te précipites pour être compris? Je ne te demande pas pourquoi, je te demande où, parce que c'est là que tu perds ton axe, et c'est là que tu peux le récupérer. Dans le prochain chapitre, on va entrer dans une zone encore plus sensible. Comment influencer sans parler quand l'autre est dominant, agressif ou quand il cherche à t'écraser? Pas en devenant plus agressif, en utilisant une mécanique de statut qui coupe l'énergie de l'affrontement. Si tu comprends ça, tu n'auras presque plus besoin de te défendre. Et c'est souvent ça, la vraie liberté sociale. Chapitre 7. Il y a un type de personne qui te fatigue sans te toucher. Elle n'a pas besoin de t'insulter, elle n'a pas besoin de crier, elle fait mieux. Elle accélère l'espace autour de toi. Elle te pousse à réagir, à répondre,
à prouver, à te justifier. Elle crée une pression douce, puis elle observe si tu plies. Et si tu plies, même une fois, elle sait où appuyer la prochaine fois. J'ai rencontré ce type de personnalité très tôt. Pas seulement chez des dominants, chez des collègues, des clients, des proches, parfois même chez des amis. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. Souvent, c'est une manière d'exister. Ils prennent de la place pour se sentir réels. Ils testent pour se rassurer. Et si toi, tu n'as pas appris à tenir ton axe, tu deviens leur instrument. Tu changes de rythme, tu changes de ton, tu changes d'intention, tu deviens moins toi. L'idée centrale de ce chapitre est simple. L'influence silencieuse face à un dominant ne consiste pas à gagner. Elle consiste à ne pas lui donner de prise. Pas de prise émotionnelle, pas de prise temporelle, pas de prise mentale. Les dominants ne prennent pas ton pouvoir, ils prennent ton rythme. Et quand ils ont ton rythme, ils ont ton comportement. Quand ils ont ton comportement, ils ont ton statut. C'est mécanique. Beaucoup pensent qu'il faut répondre par plus de force. Mauvaise stratégie. La force crée un duel, et un duel nourrit exactement ce que l'autre cherche, un échange où il peut jouer sur l'intensité. Or, tu veux sortir de l'intensité, tu veux revenir au cadre. Alors, tu vas utiliser une chose que le dominant déteste, l'absence d'urgence. Le dominant peut gérer l'opposition. Ce qu'il gère mal, c'est l'indifférence stable. Pas l'indifférence méprisante, l'indifférence stable, celle qui dit « je t'entends, mais tu ne fixes pas mon tempo ». Il y a une première prise de conscience secondaire. Les dominants utilisent souvent des questions qui ne sont pas des questions. Elles sont des pièges de rythme. Tu peux le faire ou pas? Tu es sûr de ça? Explique. Ce sont des crochets. Si tu mords, tu es entraîné. Ton cerveau veut répondre vite parce qu'il veut sortir de l'inconfort. Et c'est là que tu perds. La réponse silencieuse n'est pas de se taire longtemps, c'est de ralentir suffisamment pour montrer que le crochet n'a pas fonctionné. 1 seconde, parfois moins, mais 1 seconde pleine. Ensuite, tu réponds sans te défendre, une phrase, puis tu t'arrêtes. Tu ne rajoutes pas la couche qui prouve, tu ne cherches pas à convaincre, tu donnes une information, pas une justification. C'est inconfortable au début, parce que ton instinct veut finir, il veut boucler, rassurer, normaliser. Résiste à cette envie. C'est exactement là que se joue le respect. Deuxième prise de conscience secondaire. Le dominant teste surtout tes seuils, tes limites invisibles. Beaucoup de gens ont des limites, mais elles sont floues. Ils ne savent pas où elles commencent, donc ils les posent trop tard, trop fort. Ils explosent, puis ils regrettent. Le dominant adore ça, parce qu'il peut ensuite te faire passer pour instable. Alors ton travail n'est pas d'exploser, ton travail est d'être lisible. Un seuil lisible n'a pas besoin d'être agressif, il se voit dans ce que tu ne fais pas. Tu ne ris pas quand on te mord, tu ne réponds pas aux provocations comme à des invitations, tu ne te précipites pas pour te rattraper. Tu laisses la provocation tomber au sol comme une pièce sans valeur et tu continues sur ton axe. C'est ça, un seuil. Un seuil, c'est un endroit où l'énergie s'arrête, pas un endroit où tu attaques. Je vais te raconter une histoire très simple. Un client plutôt important voulait obtenir plus que ce qui était prévu. Il appelait tard, il envoyait des messages courts, secs, comme des ordres. Il testait l'accès. Au début, j'ai cru que c'était normal parce qu'il payait. J'ai répondu vite, j'ai livré plus, j'ai absorbé. Résultat, il a augmenté, toujours, jusqu'au jour où j'ai compris que le problème n'était pas lui, c'était mon accès ouvert. Alors j'ai changé sans discours. Je n'ai pas fait de morale, je n'ai pas demandé du respect, j'ai simplement modifié 3 choses. Je n'ai plus répondu immédiatement, je n'ai plus livré hors cadre, et quand il sortait du cadre, je répondais court avec une direction claire, puis silence. Il a essayé d'intensifier pendant quelques jours, ensuite il s'est ajusté. Pas parce qu'il est devenu meilleur, parce que son levier a disparu. Beaucoup de gens dominants ne savent pas fonctionner sans levier. Si tu retires le levier, ils reviennent au réel, et dans le réel, ils peuvent être corrects. Troisième prise de conscience secondaire. Le dominant teste surtout tes seuils, tes limites invisibles. Beaucoup de gens ont des limites, mais elles sont floues. Ils ne savent pas où elles commencent, donc ils les posent trop tard, trop fort. Ils explosent, puis ils regrettent. Le dominant adore ça, parce qu'il peut ensuite te faire passer pour instable. Alors ton travail n'est pas d'exploser, ton travail est d'être lisible. Un seuil lisible n'a pas besoin d'être agressif, il se voit dans ce que tu ne fais pas.
Tu ne ris pas quand on te mord, tu ne réponds pas aux provocations comme à des invitations, tu ne te précipites pas pour te rattraper, tu laisses la provocation tomber au sol comme une pièce sans valeur et tu continues sur ton axe. C'est ça, un seuil. Un seuil, c'est un endroit où l'énergie s'arrête, pas un endroit où tu attaques. Le dominant gagne souvent parce qu'il te fait parler dans son langage. Son langage, c'est l'énergie. Le tien doit rester la structure. Tu ne réponds pas à une émotion par une émotion, tu réponds à une émotion par un cadre. Un cadre, c'est une proposition simple, une question qui ramène à l'essentiel, un choix, un délai. Tu n'as pas besoin de le calmer, tu n'as pas besoin de le confronter, tu as besoin de l'obliger à revenir à quelque chose de concret. Et ce retour au concret, souvent, fait tomber le masque, parce que beaucoup d'agressivité est une manière d'éviter le concret, une manière d'éviter de dire « je veux ceci, je peux offrir cela ». Alors, sans parler beaucoup, tu peux influencer en posant le concret comme seule monnaie acceptée. Il y a une seconde histoire, plus intime, une relation. Quelqu'un que tu aimes, mais qui te coupe, qui minimise, qui fait comme si ton temps était toujours disponible. Rien d'extrême, juste une dominance douce. Beaucoup acceptent ça pendant des années. Ils se disent que c'est le caractère de l'autre, ils se disent que c'est leur rôle d'être patient. Puis un jour, ils se sentent invisibles, ils explosent, et l'autre ne comprend pas parce que le seuil n'a jamais été visible. Alors imagine une scène différente. La personne te coupe. Au lieu d'accélérer pour reprendre, tu t'arrêtes, tu la regardes, tu laisses une seconde, puis tu dis une phrase simple, sans colère. Je termine. Et tu continues, lentement, puis silence. Tu ne fais pas un sermon, tu ne demandes pas une permission, tu poses un fait et tu le tiens. La plupart des dominants relationnels ne sont pas des monstres, ils sont habitués à ce que l'autre s'efface. Quand tu ne t'effaces plus, calmement, ils s'ajustent. Parfois, ils résistent d'abord, parfois ils testent. Mais au fond, la stabilité les rassure, parce que l'instabilité crée une guerre, et même les dominants n'aiment pas vivre dans une guerre permanente. Maintenant, je vais te dire ce que beaucoup n'osent pas regarder. L'influence silencieuse contre un dominant commence avant la confrontation. Elle commence dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu t'entraînes à te précipiter? Est-ce que tu t'entraînes à te justifier? Est-ce que tu t'entraînes à répondre à tout? Parce que si tu t'entraînes à ça, le dominant n'a même pas besoin d'être dominant. Tu es déjà prêt à plier. L'entraînement inverse est discret. Tu fais moins, tu réponds plus tard, tu choisis, tu fermes certaines portes, tu laisses certaines choses sans réponse. Non par jeu, par hygiène. Et cette hygiène se voit ensuite quand la pression arrive. C'est pour ça que les gens vraiment influents semblent naturels. Leur calme n'est pas fabriqué, il est pratiqué. Je vais te laisser une question rare, parce qu'elle découpe proprement. Dans ta vie, qui bénéficie le plus de ta précipitation? Ne réponds pas à haute voix, observe juste ce qui remonte. Parce que si quelqu'un bénéficie de ta précipitation, tu as trouvé une zone où ton influence fuit. Le chapitre suivant va te montrer comment récupérer cette influence sans devenir froid, sans jouer un personnage et sans te transformer en statue. Mais avant d'y aller, je veux que tu sentes cette tension calme. Tu n'as pas besoin de gagner contre les dominants. Tu as besoin d'arrêter de leur donner du carburant. Et le carburant, c'est presque toujours toi quand tu te dépêches. Chapitre 8. Il y a une chose que je n'ai pas dite jusque-là, parce qu'elle mérite d'être ressentie avant d'être comprise. L'influence silencieuse ne consiste pas seulement à tenir un cadre. Elle consiste à décider où ton énergie va. Pas au sens spirituel, au sens pratique. Ton temps, ton attention, ton regard, ton engagement, ce sont des ressources. Et comme toutes les ressources, elles créent des résultats différents selon l'endroit où tu les places. La plupart des gens veulent influencer partout. C'est le début de leur faiblesse. Ils veulent être respectés par tout le monde, compris par tout le monde, appréciés par tout le monde. Ils dispersent leur énergie. Et un esprit dispersé devient socialement léger. On peut le déplacer, on peut le fatiguer, on peut le manipuler par simple surcharge. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Tu influences sans parler quand tu deviens sélectif dans tes accords. Pas seulement dans les grands choix, dans les micro-accords. Ceux qui construisent ta réputation sans que tu t'en rendes compte. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi, mais tu contrôles la cohérence de tes accords. Et cette cohérence crée une image. Une image stable est influente, une image fluctuante est faible.
Maintenant, je vais te donner une scène très simple que tu as déjà vécue. Quelqu'un te propose quelque chose. Une sortie, un projet, un service, une faveur. Si tu dis oui trop vite, tu envoies un message. Ton temps est disponible, donc ta valeur est négociable. Si tu dis non trop vite, tu envoies un autre message. Tu es fermé, donc tu es dur à suivre. La bonne zone est ailleurs. La zone influente. Tu prends une seconde. Tu regardes, tu sens ton accord, et tu réponds comme quelqu'un qui choisit. Même si tu dis oui, ton oui est lent. Même si tu dis non, ton non est calme. Et tu t'arrêtes. Tu ne compenses pas. C'est ça, être sélectif. Tu n'es pas en train de construire une image, tu es en train de respecter ta propre structure. Et les autres s'adaptent à une structure, parce que c'est plus simple que de tenter de la casser. Première prise de conscience secondaire. Les gens te traitent souvent selon ce qu'ils obtiennent de toi, pas selon ce qu'ils ressentent pour toi. C'est inconfortable à entendre, mais utile. Si quelqu'un obtient ton attention immédiatement, il apprend que tu es accessible. S'il obtient des explications longues, il apprend qu'il peut te pousser à te justifier. S'il obtient des efforts en plus, sans coût, il apprend qu'il peut élargir. Les humains apprennent vite, et tu leur enseignes en permanence, pas avec tes discours, avec tes accords. Ce chapitre ne te demande pas d'être cynique, il te demande d'être lucide. L'amour, l'amitié, le travail, tout ça peut rester noble, mais noble ne veut pas dire poreux. Deuxième prise de conscience secondaire. Le respect naît souvent de la friction que tu assumes, pas de la paix que tu achètes. Beaucoup achètent la paix socialement. Ils disent oui pour éviter la tension, ils sourient pour éviter le malaise, ils acceptent pour éviter le rejet. Et chaque fois, ils perdent un peu d'influence. Puis ils se demandent pourquoi on ne les prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux quelqu'un qui se négocie lui-même. Encore une fois, ce n'est pas moral, c'est mécanique. L'influence silencieuse te demande de supporter une petite friction maintenant plutôt qu'une grande frustration plus tard. Et cette friction peut être minuscule. Une seconde de silence, une phrase courte, un regard stable, un nom propre. Ce sont des frictions propres. Elles ne blessent pas, elles structurent. Troisième prise de conscience secondaire, plus raffinée. L'influence silencieuse ne vient pas de la domination, elle vient de l'orientation. Tu n'as pas besoin de contrôler les gens, tu as besoin de contrôler la direction de l'échange. Et la direction se contrôle par ce que tu renforces. Si quelqu'un parle en drame et que tu réponds au drame, tu renforces le drame. Si quelqu'un parle en flou et que tu cherches à deviner, tu renforces le flou. Si quelqu'un parle en provocation et que tu te défends, tu renforces la provocation. L'influence silencieuse consiste à ne renforcer que le réel. Tu ne punis pas, tu ne moralises pas, tu n'alimentes pas. Tu ramènes au réel, puis tu t'arrêtes. C'est une orientation. C'est aussi pour ça que les gens influents ont l'air simples. Ils ne participent pas au théâtre, ils ne l'attaquent pas, ils ne le regardent pas. Ils vivent à un étage plus bas, dans le concret. Et le concret est irrésistible, parce que le concret fait tomber les jeux. Je vais te raconter une histoire réaliste, sans spectaculaire. Une jeune femme, brillante, travaille avec une équipe où les échanges sont rapides, parfois agressifs. Elle est compétente, mais elle est souvent coupée, ignorée. Pas parce qu'elle n'a rien à dire, parce qu'elle donne ses accords trop facilement. Elle laisse les interruptions passer, elle sourit, elle se rattrape, elle recommence. Un jour, elle décide quelque chose. Pas « je vais imposer ma voix », juste « je ne vais plus offrir mon énergie au chaos ». Première réunion, on la coupe. Elle s'arrête. Elle regarde. Elle laisse une seconde. Puis elle continue au même rythme, sans accélérer, comme si elle était sur un rail. On la coupe encore. Cette fois, elle ne se crispe pas. Elle dit simplement « je termine ». Elle termine, puis elle se tait. Rien de plus. Le reste de la réunion change. Pas immédiatement, pas comme dans un film, mais le signal est passé. Elle n'est plus négociable sur son axe. Et ce signal, répété, a fait basculer la perception. 2 semaines plus tard, elle n'avait pas plus de charisme, elle avait plus de cohérence, et la cohérence crée le respect. Maintenant, un point important. Être sélectif ne veut pas dire devenir lent partout. Il y a des situations où l'urgence est réelle, une crise, un danger, une opportunité à saisir. Mais la plupart des urgences sociales sont fausses. Elles sont fabriquées par l'anxiété des autres.
Et si tu confonds leur anxiété avec ta réalité, tu deviens leur extension. Tu cours pour eux, tu réponds pour eux, tu te plies pour eux. Alors la question devient simple, est-ce que cette urgence est la mienne? Sinon, tu ne la portes pas. Tu influences justement en refusant de la porter, parce que ton calme devient une référence. Et cette référence permet souvent au groupe de se calmer aussi. C'est ça l'influence la plus propre. Tu ne changes pas les gens en les corrigeant, tu changes les gens en changeant ce que tu renforces. Maintenant, je veux que tu comprennes comment cette sélectivité touche l'argent et la réussite. Un ambitieux qui dit oui à tout n'a pas de stratégie, il a une dispersion. Il travaille beaucoup, il avance peu, il est occupé. Il n'est pas libre. L'influence silencieuse à ce niveau consiste à refuser les chemins faciles qui volent ton énergie. Les réunions inutiles, les conversations sans but, les projets qui flattent mais n'enrichissent pas, les relations qui absorbent sans construire. Quand tu deviens sélectif, tu deviens plus rare. Et quand tu deviens plus rare, tu deviens plus influent. Même sans parler. Parce que les gens sentent que ton oui a du poids. Ils savent qu'il n'est pas automatique. Ils le respectent. Et s'ils ne le respectent pas, c'est qu'ils ne respectaient pas vraiment toi. Ils respectaient ton utilité. Là aussi, c'est inconfortable, mais libérateur. Je vais laisser une question arriver maintenant, parce que c'est le bon moment. Dans ta vie, quelle est la chose que tu acceptes encore, juste pour éviter une petite tension? Ne réponds pas tout de suite. Observe. Parce que c'est souvent là que se cache la fuite principale, la fuite qui te rend moins stable, donc moins influent. Le prochain chapitre ne viendra pas conclure, il va simplement te faire voir une dernière chose. L'influence silencieuse n'est pas une compétence sociale, c'est une identité. Et une identité se construit par des choix répétés, pas par des intentions. Si tu commences à être sélectif aujourd'hui, même sur des détails, tu vas sentir un déplacement. Les autres vont chercher ton rythme, au lieu de t'imposer le leur. Et tu comprendras que parfois, l'influence la plus puissante est simplement de ne plus être facile. Chapitre 9. Il y a un instant où tu comprends que tu n'as pas besoin de plus d'autorité. Tu as besoin de moins de fuite, pas moins de gentillesse, pas moins d'humanité, moins de fuite. Parce que la fuite est ce qui rend ton influence instable. Tu peux faire tout bien sur le papier, et pourtant perdre une pièce, perdre une négociation, perdre une dynamique, simplement parce que ton énergie s'échappe au mauvais endroit, au mauvais moment. L'influence silencieuse, au fond, n'est pas une stratégie sociale. C'est une manière d'habiter ton propre système nerveux. Ceux qui influencent sans parler ne sont pas des magiciens. Ils sont rarement brillants dans le spectacle. Ils sont brillants dans la tenue. Tenue du rythme, tenue des seuils, tenue des silences. Et cette tenue produit une gravité. La gravité est ce qui fait que les gens t'écoutent avant même que tu ouvres la bouche. Je vais reprendre l'image du contrat silencieux parce qu'elle clôture ce système sans vraiment le fermer. Chaque interaction propose un contrat. Qui tient le rythme, qui décide de ce qui compte, qui porte l'urgence, qui comble le vide, qui se justifie. Tu signes ce contrat soit avec tes mots, soit avec tes réflexes. Et la plupart signent avec leurs réflexes. Ils deviennent rapides, disponibles, explicatifs, conciliants. Puis, ils se demandent pourquoi leurs paroles pèsent peu. Elles pèsent peu parce que leur présence pèse peu. Et leur présence pèse peu parce qu'ils ont appris à fuir la tension. Voilà l'idée centrale de ce dernier chapitre. L'influence silencieuse est le courage de laisser la tension respirer, sans l'acheter, sans l'attaquer, sans la remplir. La tension n'est pas un danger, c'est un espace de décision. Et dans une vie ambitieuse, ce sont ces espaces-là qui font la différence. Le problème, c'est que le monde moderne t'entraîne à les éviter. Notifications, réponses immédiates, humour pour désamorcer, surexplication pour rassurer. Tout est conçu pour que tu n'aies jamais à rester dans un vide. Or, l'influence silencieuse est exactement ça, rester dans un vide, et rester dedans avec une présence pleine. Je vais te raconter une dernière scène parce qu'elle résume tout sans faire de leçon. Un jeune homme, talentueux, arrive à un rendez-vous important. Il a préparé son discours, il veut réussir. Il arrive un peu en avance, il s'assoit, il regarde son téléphone, il relit. Il s'active intérieurement. On l'appelle. Il entre. En face, une personne plus âgée, plus posée, pose une question simple. Le jeune répond vite,
Très vite, il veut prouver, il veut donner, il veut convaincre. Et à la fin, il a livré tout ce qu'il avait en quelques minutes. Il sort avec l'impression d'avoir été bon. Mais il sent aussi quelque chose. Il a été léger. Et il ne sait pas pourquoi. Ce pourquoi, tu le sais maintenant. Il a offert son rythme, il a offert son besoin, il a offert son énergie au cadre de l'autre. 1 an plus tard, il revient. Même lieu, même enjeu, autre homme. Cette fois, il entre comme quelqu'un qui n'est pas en train de demander une place. Il prend l'information, il respire bas, il écoute, il répond après 1 seconde pleine. Il n'explique pas ce qui n'a pas été demandé. Il ne cherche pas à combler. Il pose parfois une question, non pour parler, mais pour orienter. Et quand la conversation se termine, il sort proprement, sans chercher à finir en beauté. Il laisse une trace, une direction, un calme. Il ne sait pas s'il a gagné, mais il sent qu'il n'a pas perdu, et c'est déjà immense. Parce que l'influence silencieuse, au début, ressemble à une absence de perte. Tu ne fuis plus, tu ne te vends plus, tu ne te justifies plus au réflexe. Et à force de ne plus perdre, tu commences à gagner sans même chercher à gagner. Maintenant, je veux te donner 3 points de synthèse, sans les annoncer comme une synthèse, juste comme 3 images qui restent. Première image, le rythme. Celui qui tient le rythme tient le centre. Si tu cours, tu offres ton centre. Si tu ralentis, tu récupères ton centre. Deuxième image, le seuil. Celui qui a un seuil lisible devient difficile à manipuler, pas parce qu'il est agressif, parce qu'il est cohérent. Troisième image, l'accord. Celui qui choisit ses accords devient rare, et ce qui est rare devient influent. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tout ça n'est pas social, c'est existentiel. Parce que la même mécanique qui te fait te justifier dans une conversation te fait accepter un mauvais contrat. La même mécanique qui te fait répondre trop vite te fait acheter trop vite, changer trop vite, quitter trop vite, t'éparpiller trop vite. L'influence silencieuse n'est qu'un visage d'une compétence plus profonde, la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, quand elle devient stable, change ton destin. Elle change ton argent, elle change tes relations, elle change ta réputation, elle change ton futur, parce qu'elle change la qualité de tes décisions. Et les décisions, c'est tout. Tu peux avoir des outils, des idées, du talent. Sans décision propre, tout se disperse. Maintenant, je ne veux pas terminer en te donnant un grand final. Ce serait contraire à ce qu'on a construit. Je veux te laisser avec une tension calme parce que la tension calme te fait agir plus sûrement qu'une excitation. Alors je vais te dire une dernière chose, presque à voix basse. Si tu appliques vraiment ce que tu as entendu, certaines personnes vont se rapprocher, d'autres vont s'éloigner. Pas parce que tu deviens mauvais, parce que tu deviens moins utilisable. Et ça, c'est une forme de tri naturel. Ne le prends pas comme une perte, prends-le comme une clarification. Tu vas aussi sentir parfois un vide où tu avais l'habitude de compenser avec des mots. C'est normal, ne remplis pas tout de suite. Laisse ton nouveau toi apparaître dans cet espace. Il ne sera pas spectaculaire, il sera solide. Et les gens respectent la solidité. Avant de te laisser, laisse-moi te poser une question importante. Dans quelle situation précise de ta vie est-ce que tu sais déjà que tu devrais ralentir d'1 seconde, mais tu continues à te précipiter quand même, et pourquoi? Si tu veux aller plus loin, reviens écouter ce livre audio depuis le début dans un moment de calme, pas pour mémoriser, pour t'observer en l'écoutant. Merci d'avoir écouté ce livre audio de The Millionaire Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences.